Bonjour à tous, moi c'est Christophe, je suis consultant chez Axi depuis un peu plus d'un an et je m'occupe en particulier des sujets autour de la moderne data stack. Et dans ce cadre-là, je présente quelques ateliers aujourd'hui sur Snowflake, qui ont lieu juste avant, et là celui-ci sur DBT qui est un outil un peu incontournable des plateformes de données modernes. L'idée c'est qu'on puisse parcourir un peu ensemble les différentes versions qui sont proposées et qu'on puisse regarder quelles sont les fonctionnalités qui sont amenées, notamment par la plateforme cloud de DBT. Donc, pour parler de DBT, je pense que c'est important de s'appuyer sur le workflow de base. On parle de ELT, en l'occurrence, quelque chose on connaît un peu dans le domaine de la data, c'est l'ETL. Là, on est plus avec les plateformes de données modernes, les outils qui ont été à disposition. On est un peu changé de paradigme, on est plutôt sur des architectures de type ELT. Et en l'occurrence, DBT, lui, il va s'intéresser en particulièrement au T. C'est les mots techniques DBT, T, quoi. On est sur la transformation des données. Et donc, DBT va intervenir exactement là. Pourquoi DBT? Vous allez me dire, hein, c'est une question qui se pose. Pourquoi on en entend parler beaucoup, machin? Maintenant, DBT, c'est un peu. Ouais. En fait, le but de cet outil-là, en tout cas, une bonne manière, selon moi, de décrire la raison d'être de ça, c'est d'amener des bonnes pratiques du domaine du développement logiciel au sein de la data. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est notamment des notions comme la documentation sur les transformations, les tests unitaires, par exemple, ou encore le versionning. Tout ça, ce sont des notions qui nous sont plus ou moins familières, en tout cas dans le domaine de la data, qu'on aborde en fait de différentes manières, mais qui sont pourtant des standards d'un process de dev classique. D'ailleurs, ce que j'ai affiché ici, en fait, le petit symbole là, c'est ce qui est mis en avant par DBT pour expliquer un peu leur démarche. Bonjour. C'est ce qui est mis en avant pour expliquer leur démarche. C'est qu'on est vraiment dans un cycle de développement et de développement opérationnel qui s'appuie sur des méthodes de dev classique. Et donc, on va retrouver la notion de déploiement, la notion d'observabilité et de test qui vont être vraiment importantes. En fait, DBT, ça va être tout ce framework, ces outils qui vont nous aider à bien structurer notre démarche de transformation. Mais je vais détailler un peu tout ça par la suite, bien sûr. Donc DBT, dans sa version de base, hein, celle qui est aujourd'hui la plus utilisée, la plus déployée, c'est rien d'autre qu'un package Python. Donc on a un Python, on installe des librairies, DBT en fait partie à la base. Et ensuite, la transformation, elle va intervenir directement au sein du warehouse. C'est ça qu'il faut bien comprendre, bien visualiser quand on travaille avec DBT. C'est un outil à la base qui nous permet de structurer nos transformations au sein du warehouse. Et donc, c'est ce qu'on voit un peu dans le schéma ici. On a nos sources de données. On amène la donnée brute dans le warehouse, donc via un outil d'ingestion. Et ensuite, on utilise DBT pour structurer toute la transformation. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler, mais à ce niveau-là, on a souvent des notions d'architecture médaillon, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. DBT, il a son propre vocabulaire là-dessus, mais globalement, on a quand même ces notions de couche et de transformation. Et ça va se passer sur la plateforme, et là, ça va être largement compatible avec des gros acteurs type Snowflake, justement, et aussi Fabric, puisque c'est un peu deux outils qui sont à l'honneur aujourd'hui. Vous allez retrouver des versions qui sont directement intégrées dans les plateformes. Donc, vous avez, avec DBT Core, DBT version initiale,
vous avez possibilité de vous connecter à votre plateforme de données, que ça soit Snowflake ou Fabric ou Databricks ou même une base Postgre, et de faire vos transformations. Mais depuis peu, vous avez aussi la possibilité de rester totalement dans votre plateforme. Par exemple, Snowflake, ils ont intégré DBT au sein de la plateforme. Donc, tout en restant dans Snowflake, on peut quand même utiliser les fonctionnalités de DBT et quelques autres petits avantages. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Dans ce cadre-là, la donnée, elle est restockée dans la base de données, dans le data warehouse, après transformation par DBT. C'est un peu à la volée. En fait, DBT, lui, il va juste exécuter du SQL sur la plateforme. Donc, en fait, tout est toujours stocké dans la plateforme. C'est vrai que ce schéma, peut-être qu'il est pas... Peut-être qu'il induit des questions ou des compréhensions un peu... Mais la donnée, en fait, elle va pas là, quoi. Ouais. C'est vrai que je l'ai peut-être pas vu quand je l'ai fait personnellement, mais la donnée, elle reste bien là. DBT, ouais, maintenant que je vois, en me disant ça, c'est vrai que c'est pas super limpide. La donnée, elle reste là. DBT se contente d'exécuter du SQL qui transforme la donnée. Je l'évoquais juste un peu avant. On a aujourd'hui les versions que je vous... Enfin, les versions dont je parlais, c'est avant tout DBT Core, c'est la version gratuite, la version open source, la version majoritairement utilisée, le fameux package Python. On a DBT Project, donc c'est la version qui est incluse dans Snowflake. On a donc la version DBT Platform, donc c'est l'outil managé par DBT, la plateforme en ligne qui est proposée par eux, qui va ajouter un certain nombre de fonctionnalités, c'est ce qu'on va voir juste après. Et depuis peu, il y a une nouvelle version qui est sortie qui s'appelle DBT Fusion. DBT Fusion, c'est une nouvelle implémentation de DBT qui a été recodée avec un autre langage. Ceux qui connaissent, ça s'appelle le Rust. Et donc, l'idée, c'est que c'est beaucoup plus performant sur des grands volumes de données. Nous, on va surtout s'intéresser à Core et à plateforme et on va essayer de voir un peu, de comprendre qu'est-ce qui est dans l'un et dans l'autre et qu'est-ce qui est surtout dans plateforme en l'occurrence. DBT Fusion, c'est aussi payant. Oui. En tout cas, il faut avoir un compte, effectivement, un compte utilisateur sur DBT. DBT Core. DBT Core, je vous le disais un peu en intro, qu'est-ce que c'est globalement pour résumer vraiment en grande fonctionnalité majeure, c'est avant tout de la transformation en SQL. On va le voir, juste après ça, je vais aller sur la plateforme directement et je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble très concrètement. Mais il faut bien comprendre que c'est avant tout un outil dans lequel on fait du SQL. Et donc, pour passer de notre couche bronze à notre couche silver à notre couche gold, en fait, tout va se passer via des fichiers SQL dans lesquels on va réaliser nos transformations, réaliser nos jointures, etc. Et donc, ça rend déjà d'emblée l'outil assez simple d'accès, en tout cas pour des équipes data. On se pose parfois la question, c'est quoi les prérequis pour monter en compétence sur ça, parce que j'aimerais bien déployer ça, mais est-ce que mes équipes vont savoir le faire? En fait, à partir du moment où les équipes elles savent faire du SQL, c'est déjà, les prérequis, voilà, ils sont déjà check à peu près. Et évidemment, il y a quelques autres petites subtilités qui vont venir avec DBT, dans le sens où on va avoir des petits raccourcis, des petites fonctions qui vont s'ajouter au SQL pour aller plus vite, faire des choses plus concises. Mais c'est avant tout centré SQL. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui faisaient déjà du DBT, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et un autre élément assez fondamental, c'est la notion de test. La notion de test, en fait, là où c'est très puissant, c'est qu'on va être capable de définir des tests sur nos données en renseignant juste un champ dans un fichier de description. On va dire, moi, sur cette colonne-là, je veux exécuter tel test. Par exemple, un test simple, c'est est-ce que ma valeur, elle est unique? Je vais taper unique dans un fichier et le test en SQL qui vérifie ça, il va générer de manière automatique. Et ça, c'est vrai pour des tests simplissimes comme celui-là, mais c'est vrai aussi pour des tests beaucoup plus complexes. Donc,
donc ça rend l'usage des tests direct et simple. Et on a des petites fonctions sympas qui vont nous permettre de générer automatiquement une documentation en HTML. Donc c'est une petite page statique, on va pouvoir avoir ça. Et dedans, on va retrouver l'ensemble des définitions de tables qu'on aura créées. On va retrouver les tests et on va retrouver surtout le lineage. Le lineage, donc ça c'est un vrai point aussi dont on parle beaucoup, c'est finalement avoir une visualisation de toutes nos données, les liens entre ces données et comment je peux voir en amont où vont les données. DBT Platform, quant à lui, il va évidemment disposer de toutes ces fonctionnalités, mais en plus de ça, on va avoir des notions supplémentaires, un truc qu'on va appeler DBT Mesh, notre DBT Explorer, la notion de CI/CD facilité et la sémantique layer. Et donc pour ça, je vais basculer tout de suite dans la plateforme qui ressemble à ça. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme DBT. J'ai mes projets qui sont ici, j'ai quelques stats sur les builds qui ont pu être faits, et j'ai un certain nombre de liens. Mais tout de suite, ce qui va m'intéresser, c'est le petit onglet là, qui s'appelle Catalogue. Et je vais aller dessus. Donc là, je suis dans mon catalogue sur DBT Platform, mais en fait, ça me donne accès à plein d'informations sur mes projets, sur mes modèles, et sur comment sont structurées finalement toutes mes informations, toutes mes transformations, pardon, dans mes différents projets. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle Account Lineage. Donc tout à l'heure, je parlais de la notion de DBT Mesh. En fait, qu'est-ce que c'est? Je vais switcher un peu entre les slides et DBT pour illustrer un peu tout ça. En fait, DBT Mesh, c'est le fait de passer de ça. Donc là, on a le lineage dans DBT, avec plein de modèles qui sont reliés, qui ont plein de dépendances, à quelque chose qui ressemble à ça. Autrement dit, on a structuré des projets DBT différents par département métier, par exemple. Un projet marketing, un projet finance, un projet, et on est capable de les relier ensemble après. Tout ça se fait grâce à de la configuration dans des fichiers de configuration que je vous montrerai après. Juste regarder le timing parce que je ne voudrais pas déborder. Pardon. Midi 10, ok, c'est bon. Donc en fait, ce qui va se passer, alors là, moi j'ai un exemple qui est très simple, mais ici, je retrouve mes deux projets. Et en fait, il y a une flèche entre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai un modèle sous-entendu, donc une table, voilà, une table, quelque chose qui est matérialisé dans ma base de données, qui est utilisé dans mon autre projet. Et donc grâce à ça, j'arrive à avoir une vision globale de tous mes modèles au sein de mon entreprise, quoi. Donc je vais revenir dans le catalogue et me focaliser sur un projet en particulier. Donc en fait, quand je suis là, j'ai directement une vue sur tous les... Alors je vais plutôt aller sur l'autre, plus de choses. Voilà. J'ai une vue sur tous les objets, toutes les entités que j'ai pu définir dans DBT. Donc par exemple, je vais avoir mes modèles ici. Donc là, voilà, j'ai défini un modèle location, un modèle supplies, un modèle product. Tout ça, ce sont mes tables. Ici, vous avez la notion de layer. Donc, je parlais tout à l'heure de l'architecture médaillon. Dans DBT, c'est un peu différent. On parle de staging, de intermediate et de mars. Mais finalement, on peut faire quand même l'analogie, quelque part. C'est que dans la première couche, on va réaliser des transformations simples, renommer, changer les types des champs, structurer une première table un bloc de base. Après, dans la couche d'après, on va commencer à faire des jointures, à se créer des blocs qui vont être réutilisables potentiellement dans des objets qu'on appelle des marts. Les marts, c'est ce qui va être directement exploité par la BI, par l'outil BI par exemple, pour un des cas d'usage basique.
Donc ça, j'ai tout de suite la visu sur ça, j'ai un certain nombre d'informations. Si je clique sur un des modèles, bon là, j'arrive à retrouver le lineage associé. J'arrive à voir les statuts associés. Donc par exemple, j'ai vu qu'il y avait un test qui n'était pas forcément passé nickel ici. J'ai un petit truc, c'est pas bloquant parce que c'est pas rouge, mais il y a une alerte, un warning. Et là, je peux voir le code de mon modèle. Donc là, c'est hyper simple parce que je suis sur du staging. Mais en fait, c'est vraiment le bloc de base qui va constituer comment on construit des choses dans DBT. Il y a un with, c'est les fameuses requêtes CTE, voilà. Et en fait, tout va se construire comme ça. Et ici, on va avoir des petites syntaxes un peu exotiques propres à DBT avec des doubles accolades qui vont permettre de. Peut-être que des gens connaissent, c'est basé sur un outil qui s'appelle Jinja, c'est un outil de template, c'est utilisé dans d'autres outils en Python. Mais ce qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses intéressantes, de créer des macros qu'on va réutiliser dans tous nos modèles. Donc, par exemple, vous avez des données dans lesquelles vous avez des montants en dollars ou en cents, vous voulez les convertir en dollars. Je pense que c'est un des exemples qui est là, justement. Bon, je vais peut-être pas le trouver là comme ça, mais ouais, je vais pas. Voilà. Mais en gros, il y a des macros, donc des fonctions qui vont pouvoir être utilisées à plusieurs endroits dans le projet. Et donc là, on est vraiment en train d'augmenter, j'ai envie de dire, notre SQL en faisant appel à des fonctions, des macros qu'on va réutiliser dans des modèles. Le but de DBT, c'est qu'à la fin, on ait des transformations qui soient pas trop denses, qui soient facilement lisibles, qu'on ait un beau modèle à la fin, un beau lineage qui nous visuellement, on sait tout de suite comment c'est structuré, et que le SQL à l'intérieur, il soit concis et avec des blocs qui sont réutilisables, en fait. D'ailleurs, en fait, quand on est au niveau du projet, on peut aussi voir le lineage. Donc là, c'est un petit peu plus intéressant que tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup plus de blocs. Et ce que je vois, c'est que les blocs de base sont là. En vert, j'ai mes sources. En bleu, j'ai mes modèles. Donc là, c'est du staging. On voit le petit STG ici. Derrière, j'ai un truc qu'on appelle la couche sémantique. Vous avez dû en entendre parler un peu là, ce matin. Donc DBT, ils permettent de développer ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils de BI qui savent, pas forcément la démo là, mais ce sera pour une V2, je pense. Ça sera intéressant. Les outils de BI savent directement se connecter. Il y a une interconnexion entre la couche sémantique de DBT et les outils de BI, de sorte à ce que dans la BI, on aille directement requêter ça. Donc, ça fait que toutes nos transformations, toutes nos définitions de métriques sont bien ici, dans DBT. Et la BI, elle se contente d'aller requêter tout ça. Et ici, vous avez le petit bloc dont je parlais tout à l'heure qui fait référence à mon autre projet. Ce qui est hyper intéressant dans cette vue, c'est qu'on est capable de rajouter des petits filtres, des petites données en visuel sur le lineage. Et là, par exemple, j'ai la notion de test pour savoir si c'est passé ou pas passé. Et je peux tout de suite voir sur mon lineage global si j'ai un bloc sur le run d'aujourd'hui qui a coincé. Et donc ça, c'est quand même, ça paye pas de mine, et pourtant c'est hyper puissant, je trouve, parce qu'il y a une vraie difficulté, un vrai sujet d'aller identifier les problèmes quand le workflow il casse, quoi. Et ben là, on a tout de suite une visu sur ce qui s'est passé et on se fait mettre le doigt, sur le problème, quoi. Chose à dire, hein, c'est assez court quand même. Donc là, j'ai parlé un peu de. Désolé, c'est forcément très vide. J'ai parlé un peu de DBT Explorer. Finalement, j'ai fait le gros focus sur le catalogue. Vous voyez que un des points assez majeurs de DBT plateforme, il y en a plein, hein, j'aurai pas le temps de tout mentionner, mais c'est justement cette capacité à naviguer dans nos assets de transformation de manière hyper fluide et de pouvoir mettre des petits tags en plus sur les modèles en fonction de ce qui nous intéresse.
Et donc, c'est un des points sur lesquels je voulais vraiment mettre l'accent sur la différenciation entre les fonctions de base de Core et ce qui est amené par la plateforme. Un autre point, c'est toute la partie orchestration et en fait, comment dire, industrialisation, je dirais. En fait, on va venir définir des environnements. Environnement, j'entends environnement de développement, environnement de production. Ces environnements vont avoir leurs propres éléments de connexion à la plateforme. On va pouvoir renseigner un compte de dev qui va aller taper dans des bases de dev sur la plateforme Snowflake, par exemple. Et on va avoir un compte de production qui va avoir son propre schéma, sa propre base de données. Derrière, on va définir un job qui va effectivement créer cette exécution, ces différents runs. Il y a plein de problèmes, hein, des fois. Le but, c'est pas que ce soit ouvert pour la démo. Et ici, en fait, on est capable de spécifier les commandes qui vont être réalisées par ces runs. Donc là, j'ai toute une interface graphique dans DBT qui permet non seulement de suivre, enfin de définir les jobs et de définir comment mon outil va s'exécuter, mais aussi de suivre les exécutions de ces jobs dans le temps. Donc, l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est surtout de se faciliter la vie, de s'éviter un certain nombre de développements et de compétences nécessaires pour réaliser ça sans avoir tout qui est géré par la plateforme. Quand on fait ça dans Core, eh ben, déjà, on a besoin d'un orchestrateur. On a besoin d'un Airflow, par exemple, ou d'autres outils pour orchestrer, pour dire à DBT, tous les jours, toutes les semaines, enfin peu importe la fréquence qu'on choisit, mais à intervalles réguliers, tu dois exécuter, tu dois me mettre à jour mes modèles. Et bien là, tout est intégré, et donc on a vraiment cette capacité à développer dans l'outil, mais aussi à mettre en production, en fait. De même que quand on veut avoir des workflows un peu plus avancés, on va s'intéresser à la notion de CI/CD. Donc, c'est-à-dire avoir des actions automatisées au moment où on veut déployer des nouvelles versions en production, par exemple, ou en dev. Bah là, on va pouvoir lui spécifier lors des différents, je crois que c'est dans les environnements. On va pouvoir gérer aussi cette partie-là directement dans DBT, en fait. Donc on a un package ici qui comprend toutes ces fonctions de déploiement et de mise en production. Je vais poursuivre avant de finir un peu le tour d'horizon de la plateforme avec deux éléments, 2 ou 3 éléments supplémentaires. Donc on a le studio ici. Le studio, c'est là où on va développer nos modèles. Donc on a un IDE en ligne qui est là. Et donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour développer mes modèles. Donc voilà, tout à l'heure, je vous montrais un truc très simple. Là, on est sur des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, mais qui restent du SQL. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez que c'est toujours des choses définies comme ça. Et là, typiquement, j'ai une petite macro avec les doubles accolades qui va me faire un calcul sur des dates. Donc la philosophie, c'est vraiment de tout structurer de cette manière-là pour avoir une bonne lisibilité, une bonne compréhension derrière. Parce que ça répond... c'est vrai que dans l'intro, je ne parle pas forcément de ce qu'on fait sans DBT, en fait. Quand on n'a pas ça, bah, on est sur notre plateforme Snowflake et on fait quoi? Bah, on fait du SQL ou du Python pour faire nos transfos. Sauf que le cadre qu'on se fixe pour faire ça de manière clean, bah, c'est nous qui le définissons ou pas. C'est bien ça le sujet. Et donc là, l'idée, c'est que DBT, ça nous donne justement tout ce cadre pour définir ça. Et à quoi ça ressemble à la fin? Bah, ça ressemble à ça. Et un élément donc indissociable, c'est les fichiers YAML qui vont avec. Tout à l'heure, je parlais de fichiers descriptifs pour définir des tests.
Voilà, c'est un exemple. Là, j'ai ma table qui s'appelle STG Locations, c'est ma table de staging location. Donc, en gros, j'ai ma table des locations, donc voilà, qui est arrivée dans Snowflake de manière un peu brute. Et là, je vais prendre ça et je vais remettre des types et renommer des colonnes pour que ça soit clean. Et je veux que sur ma clé primaire, là, location ID, je veux pas qu'elle soit nulle et je veux qu'elle soit unique. Eh ben, j'ai juste mis data test ici et not null et unique. Et lui, derrière, il s'occupe de faire des tests, de générer du SQL. Quand j'exécute ça, le modèle, là, en fait, derrière, on sait retrouver tout le SQL qui a été généré. Il y a une notion de compilation, un peu comme le dev à l'ancienne, un peu. Il va prendre les fichiers SQL, il va tout transformer en un fichier SQL qui est exécutable par Snowflake. Et du coup, il va générer des requêtes qui vont tester si ma valeur est non nulle ou si elle est unique. Ça, c'est très pratique parce que ça nous donne plein d'outils pour monitorer même la qualité dans le temps de nos données. En fait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à un moment, on a défini des tests, on va générer du SQL. Ce code SQL qu'on a généré, on peut le réexécuter quand on veut. Alors évidemment, ça a des coûts, faut pas. Voilà. Mais à la fin, on a tout ce qu'il faut pour monitorer la qualité de nos données dans le temps. Un autre truc, hein. Oui. Qu'est-ce qui fait les résultats des tests Alors, en fait, les résultats des tests, ils sont là, quand on est sur la plateforme, on peut les consulter, c'est sous forme de log. Okay. Quand on est sur Core, en fait, en fait, c'est tout le temps sous forme de log. Ça génère des logs. Et le truc, c'est que l'idée, quand on est par exemple en production, Ça déclenche des événements derrière? ça ne déclenche pas forcément des événements. D'accord. Mais quand on est sur des runs de production, l'idée, ça va être le pouvoir de stocker au fur et à mesure les logs. Parce que quand on va refaire des nouveaux runs, ça va écraser les logs des exécutions précédentes. Et donc, c'est comme ça qu'on va stocker au fur et à mesure les résultats des tests. Mais par exemple, c'est un bon point pour mentionner ce qui a été fait dans Snowflake. Comme DBT est intégré dans Snowflake, en fait, on a comment dire, une liaison très fine des fonctionnalités de DBT avec Snowflake. Et donc, toute la partie log de DBT, elle se retrouve dans Snowflake et on bénéficie de toute la partie monitoring de Snow. Et donc là, il stocke en fait l'historique de tous nos runs. Et pour peu qu'on arrive à naviguer là-dedans, on retrouve tous les historiques. Donc ici, on a une fonctionnalité qui permet de faire des transforms mais directement en mode graphique. Ça, c'est vraiment pour les gens qui voudraient à tout prix pas faire du SQL. Eh ben, il y a quand même une réponse pour eux, même qui a été amenée par DBT. Je vais pas me concentrer là-dessus, mais il faut savoir que ça existe quand même. Et enfin, je vais conclure là-dessus parce que le timing le demande, mais n'hésitez pas ensuite à échanger, il n'y a pas de problème, je suis très dispo. Ici, on a un petit onglet qui s'appelle Insights, et là-dedans, ce qui est hyper pratique, c'est qu'on va pouvoir faire nos propres requêtes sur notre modèle. Parce que évidemment, quand on est en train de développer, on transforme nos données, tout ça, et en fait, à un moment, on a besoin des fois, on a besoin de faire des requêtes, de vérifier que ça a bien marché comme on voulait et tout. Ici, on a une vue qui nous permet d'aller faire ça directement. Ça peut être vite pénible de retourner dans Snowflake pour faire des tests et ensuite de revenir dans DBT, etc. Tout est centralisé ici et je peux aller questionner mes données directement là, quoi. Là, si je suis sur le bon projet, voilà, je peux requêter mes tables directement ici, quoi. Donc, c'est rien d'autre qu'une interface SQL, enfin, rien d'autre. Il y a d'autres choses, hein. Par exemple, je vais pouvoir jouer avec ma couche sémantique ici aussi. Mais voilà, c'est le côté hyper pratique, quoi. Donc ouais, je parlais d'intégration continue tout à l'heure. On a tout qui est inclus dans la partie déploiement et les environnements ici. On a la partie sémantique layer, donc je me suis pas forcément beaucoup arrêté là-dessus, mais vous avez peut-être vu tout à l'heure dans le lineage,
On avait des blocs, je vais y revenir, c'est quand même intéressant. Après, je conclue. Hop. Voilà, donc là, bah, typiquement, j'ai les notions de dimension et de mesure. Peut-être que certains ont assisté à la présentation que j'ai fait, la première sur Snowflake, où on parlait de modèles sémantiques. Là, on a des notions très, très liées, hein, c'est toujours très proche de dimension et de mesure. Et ici, par exemple, dans le modèle sémantique, on a défini directement quel est le nombre de commandes par client. Donc ça, c'est une de mes mesures, une de mes métriques. Si je vais dans le lineage de mon projet, je vais retrouver les dépendances de cette métrique qui sont... Alors, c'est une qui est en jaune, là, c'est celle-là, je crois. Voilà. Qui dépend de mon modèle sémantique customer ici. Et donc, l'intérêt, c'est que j'ai bien... Enfin, toutes mes transformations sont là. Soit dit en passant, c'est quand même... je pense qu'il y a des éléments ici qui nous font dire que ça sera super pratique pour une IA de s'appuyer là-dessus pour répondre à des questions en langage naturel. Ça, c'est à bien garder en tête. Et grâce à ça, justement, on a des cas d'usage qui vont se présenter comme les LLM ou la BI. C'était un tour d'horizon très rapide de plateforme et de DBT Core, mais pour essayer de résumer un peu tout ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que DBT Core, il se concentre, c'est le prochain. DBT Core se concentre sur des parties fondamentales qui déjà amènent les standards de process logiciels au sein de la data, et ça déjà c'est un gros point. C'est qu'en termes de transformation SQL, en termes de doc, en termes de test, aujourd'hui c'est ça qui est vraiment le bloc DBT Core. Mais on voit que plateforme, il amène aussi énormément d'autres fonctionnalités quand on veut passer à l'échelle. Qu'en fait, comment choisir la bonne solution quand on a des équipes conséquentes et des gros jeux de données et pas forcément des compétences DevOps qui vont devoir passer du temps à mettre en prod des gros pipelines, l'intérêt c'est qu'on peut passer par plateforme pour se faciliter la vie là-dessus, pour avoir une bonne gouvernance, une bonne visibilité, éviter de devoir gérer des projets de développement, parce qu'on s'approche vraiment de ça d'une manière plus complexe, avec des environnements qui sont propres à chaque utilisateur. C'est une des difficultés avec DBT Core, parce que je rappelle que c'est juste un package Python. Donc, qui dit ça dit que en fait, c'est des environnements qui sont propres à chaque utilisateur. Ça peut engendrer vite de la complexité. Et donc, le choix va s'orienter plutôt vers plateforme quand on va vouloir vraiment avoir cette expérience fluide et toutes ces fonctionnalités avancées qui vont permettre un peu ce que j'ai montré rapidement. D'autre part, DBT Core, c'est si déjà on a envie de garder plus la main sur notre infrastructure, que ça peut vite s'intégrer au sein de l'infra, qu'on a des outils éventuellement déjà en place pour faire de l'orchestration, et qu'on est capable de maîtriser un peu des environnements de développement entre les utilisateurs. Alors là, on est à l'aise pour déployer DBT Core et commencer à exploiter cet outil pour ce qu'il apporte fondamentalement, c'est-à-dire un cadre de développement sur la transformation.